Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce double podcast consacré à Sigmund Freud et à la psychanalyse. Je m'appelle Marc-André Coton, je suis psychohistorien et anime le site Regard Conscient depuis une vingtaine d'années. Ce projet de recherche s'est donné pour but de mettre au jour les liens qui existent entre nos vécus d'enfance et notre vie présente. Vous le savez, nous sommes habités par des ressentis, par des expériences émanant de l'enfance qui parfois s'imposent à nous de manière inattendue, voire inappropriée. Nous avons été formés, certains diront formatés par notre environnement social, par le rapport que nos parents ont eu avec nous, par les rôles qui nous ont été assignés dès l'enfance. Nous avons construit notre identité autour de cet héritage, un héritage que nous transmettons à notre tour et qui peut s'avérer problématique s'il n'est pas revisité. Ce que je vous propose dans ce double podcast autour de Sigmund Freud, c'est d'ébaucher ce travail justement, de voir comment l'histoire familiale et personnelle du père de la psychanalyse s'est glissée dans sa pensée, à son insu, et à l'insu de nombreux biographes, vous le constaterez. Nous allons prendre ensemble un peu de distance et nous demander dans quelle mesure son œuvre est le reflet de ce que j'appellerais la problématique de Freud, sa place au sein de son époque, son héritage culturel et surtout les non-dits familiaux avec lesquels il a dû composer. Nous verrons comment sa pensée a évolué, notamment sur la question du traumatisme et pourquoi il s'est finalement détourné de ses premières découvertes. Nous verrons comment tout cela parle malgré lui de son histoire. Au-delà des polémiques sur la psychanalyse, et on sait qu'elles sont nombreuses, c'est en effet de conscience qu'il s'agit. La conscience que nous pouvons avoir des causes et de leurs conséquences, chez Freud bien sûr, mais aussi et peut-être surtout dans nos propres histoires personnelles et familiales. Voici donc le premier volet de ce tandem dans lequel je donnerai quelques éléments biographiques. Nous verrons quelle place Freud tenait dans sa famille, dans sa fratrie, et ce que cela peut signifier. Je parlerai de sa formation, des personnalités qui ont influencé sa pensée et des débuts de la psychanalyse. Je m'arrêterai sur le moment où Freud abandonna sa théorie dite de la séduction, basée sur le traumatisme, pour se tourner vers une nouvelle théorie dite des pulsions. Nous tenterons de voir pour quelles raisons profondes il l'a fait, et cela nous amènera à nous interroger sur le sens de l'édifice psychanalytique. Nous allons donc déconstruire la pensée freudienne à la lumière de son fondateur et à reconnaître ses limites, en particulier dans nos relations à nos enfants. Voici donc sans plus tarder quelques éléments biographiques nous permettant de revenir sur l'enfance de Freud et sur les années de sa formation. Sigmund Freud naquit le 6 mai 1856 à Freiberg, en Moravie, alors dans l'Empire d'Autriche, aujourd'hui en Tchéquie. Il mourut à Londres en septembre 1939 d'un cancer de la mâchoire à l'âge de 83 ans, et sa date de naissance fait débat, certaines sources la situant plutôt au 6 mars de la même année. Il y a là certainement un enjeu, et je formulerai des hypothèses à ce sujet. Freud est le premier enfant de sa mère, la jeune Amalia Nathanson, qui a 21 ans à la naissance de Sigismond Shlomo, son prénom complet. Sigmund serait né coiffé d'un morceau de poche amniotique, ce que sa mère interpréta comme un présage de renommée suivant une croyance populaire. Amalia idolâtrait son fils aîné, qu'elle surnommait Mein Goldner Ziggy, mon Ziggy en or, et lui-même l'idéalisait en retour. Il n'analysera jamais vraiment l'ascendant que sa mère avait sur lui. Plus tard, il écrira même que la relation mère-fils est, je cite, la plus parfaite, la plus exempte d'ambivalence de toutes les relations humaines, et nous verrons que c'est loin d'être le cas pour lui. Amalia aura 7 autres enfants dans les 9 années suivantes, dont un second fils, Julius, qui mourut à l'âge de 6 mois. Sigmund avait alors 2 ans. On peut s'imaginer le peu de disponibilité de cette jeune mère pour son premier enfant, qui sera vite confiée à une vieille bonne, surnommée Nanny.
Freud en parle à plusieurs reprises dans sa correspondance avec son ami Wilhelm Fliess. D'après lui, la mort de son jeune frère aurait été à l'origine de nombreuses crises d'angoisse dans l'enfance. Sigmund est aussi le troisième fils de son père, Jacob, un voyageur de commerce qui a été marié une ou deux fois auparavant, là encore, nous y reviendrons. Il a donc deux demi-frères adultes, Emmanuel et Philippe, de 20 ans plus âgés. La problématique de Jacob, le père de Freud, va être l'une des pierres angulaires de l'édifice psychanalytique, comme nous le verrons plus en détail en parlant du mythe d'Oedipe. Mais voyons rapidement ses années de formation. En 1859, la famille Freud quitte Freiberg pour Leipzig, puis pour Vienne un an plus tard. Sigmund est âgé de 4 ans. Il fréquente une école élémentaire juive, sans être toutefois élevé dans le respect de l'orthodoxie. Mort juste avant sa naissance, son grand-père, Shlomo, était un rabbin, mais son père, Jacob, un juif non pratiquant. Freud se définira lui-même comme un juif sans Dieu, et sa pensée restera marquée par le judaïsme. En 1873, il entreprend sans conviction des études de médecine tout en se passionnant pour la biologie darwinienne. 4 ans plus tard, au bénéfice d'une bourse d'études, il étudie par exemple les anguilles des rivières. Ces dissections prouvent l'existence de testicules chez l'anguille mâle. Une préoccupation précoce pour la sexualité que nous essaierons de comprendre, mais surtout un intérêt notoire pour la recherche expérimentale. Elle va le conduire à des découvertes majeures, mais aussi à des déconvenues douloureuses qui ont fait dire au philosophe Michel Onfray que Freud était un faussaire, un affabulateur, un menteur narcissique. C'est un adepte du positivisme scientifique, une théorie qui explique la biologie par une succession de déterminismes rigoureux. Au cours de ses études, il se livre à diverses expériences de laboratoire en tant que physiologiste, préparateur, aspirant chirurgien et enfin médecin stagiaire au service de psychiatrie de l'Université de Vienne. Son mentor était alors l'un des plus grands neuroanatomistes et psychiatres d'Europe, le docteur Theodor Meynert. Dans son service, Freud réalise des études sur la moelle épinière avant d'acquérir une expérience clinique auprès de malades nerveux. Il expérimente l'usage de la cocaïne pour de multiples troubles comme la morphinomanie ou la neurasthénie. Freud en absorbera lui-même, d'ailleurs, comme en atteste une lettre à son ami Fliess datant du 12 juin 1895, « J'ai besoin de beaucoup de cocaïne ». Après avoir eu son doctorat, il obtient une bourse pour étudier à Paris, auprès du neurologue français Jean-Martin Charcot, à l'hôpital de la Salpêtrière. Il va y séjourner 5 mois, entre le 3 octobre 1885 et le 28 février 1886. Cette rencontre va marquer le jeune Freud qui a alors à peine 30 ans. 3 ans plus tard, il prénommera d'ailleurs son fils, son premier fils, Jean-Martin, en hommage à Charcot. Alors que se passe-t-il pour Freud lors de ce séjour à Paris ? Freud était fasciné par les travaux de Charcot sur l'hypnose et sur l'hystérie, des travaux récemment popularisés par le film de Mélanie Laurent, Le bal des folles. Quelques années plus tard, il s'intéressera lui aussi à l'hystérie dans son cabinet de consultation et publiera une étude sur le sujet, sur laquelle nous reviendrons. Ce que l'on sait moins, c'est que Freud assista aussi au cours du professeur Paul Brouardel, médecin légiste, qui se donnait à la morgue. À sa fiancée, Martha Burney, il écrit « Le cours était fascinant, le sujet n'était pas particulièrement indiqué pour les nerfs sensibles. Dans tous les journaux parisiens, on en parle comme du dernier crime. » Le docteur Brouardel venait en effet d'autoriser les étudiants en médecine à assister aux autopsies qui avaient lieu à la morgue de Paris, où quelques 1000 cadavres étaient apportés chaque année. Parmi eux, des enfants victimes de sévices et de mauvais traitements, sexuels notamment, des attentats auquel le docteur Brouardel consacrera un livre paru à titre posthume. Un autre médecin français, le docteur Paul Bernard, venait de rendre public des statistiques. En France, un nombre impressionnant de viols et d'attentats à la moralité étaient perpétrés chaque année sur des enfants de moins de 15 ans. Et curieusement, le nombre d'abuseurs inculpés appartenant à l'élite bourgeoise
s'était accrue régulièrement jusqu'en 1880. Cette réalité sordide va profondément influencer la première théorie de Freud sur l'origine des névroses et en particulier de l'hystérie, la théorie de la séduction. Voici par exemple ce que le prédécesseur de Boardel à la chaire de médecine légale avait écrit dans une étude sur les mauvais traitements exercés sur les enfants, et je me permets de le citer. Que dès l'âge le plus tendre, de pauvres êtres sans défense soient voués chaque jour et presque à chaque heure aux plus cruels sévices, soumis aux plus pures privations, que leur vie à peine commencée ne soit déjà qu'un long martyre, que des supplices, que des tortures devant lesquelles l'imagination recule, usent leur corps, éteignent les premières lueurs de leur raison et abrègent leur existence. Enfin, chose plus incroyable, que leurs bourreaux soient le plus souvent ceux-mêmes qui leur ont donné le jour, il y a là un des plus effrayants problèmes qui puisse agiter l'âme d'un moraliste et la conscience d'un juge. Fin de citation. On sait que Freud a eu connaissance de ces travaux, puisqu'on les a trouvés dans sa bibliothèque personnelle. Selon toute vraisemblance, Freud a assisté au moins à une autopsie pratiquée sur un enfant victime d'un abus sexuel et entendu des discussions sur le sujet. Ce qu'il ramène de son séjour à Paris, c'est donc la conviction intime que le traumatisme est un agent causal de la maladie mentale et en particulier les traumatismes d'ordre sexuel. C'est quelque chose d'impensable à son époque, surtout dans la bourgeoisie viennoise, et Freud fera œuvre de pionnier. De retour à Vienne, il se marie avec sa fiancée Martha Burnell le 13 octobre 1886 et le couple aura 6 enfants. Il ouvre un premier cabinet de consultation, rencontre Wilhelm Fliess, un médecin berlinois avec lequel il entretiendra une longue amitié et une abondante correspondance. Ces fameuses lettres à Fliess sont encore disponibles grâce à l'intervention rocambolesque de Marie Bonaparte, mise en scène dans le téléfilm de Benoît Jacquot sorti en 2004, Princesse Marie. C'est le début de ce que Freud nommera la psychoanalyse. Entre parenthèses, si vous allez à Londres, faites un saut au musée Freud où son fameux cabinet a été reconstitué. Situé 19 Berggasse à Vienne, il va y recevoir ses analysés dès 1890 et jusqu'à son exil forcé en 1938, soit pendant près de 50 ans. Dans son cabinet de Vienne, Freud pratique l'hypnose et bientôt la cure de parole auprès de sa clientèle, essentiellement féminine, de la bourgeoisie viennoise. Ces patientes souffrent de syndrome dépressif, de phobie, sont qualifiées d'hystériques, des symptômes qui, pour Freud, découlent de problèmes sexuels. Tout comme Fliess, Freud est persuadé que la masturbation joue un rôle clé dans le déclenchement de ce qu'on appelait alors les névroses actuelles. L'une des premières analysées de Freud, Emma Eckstein, va faire les frais de cette association désastreuse. Pour lui, cette femme de 27 ans souffrait de symptômes hystériques qui découlaient d'abus sexuels survenus dans l'enfance. Il suggère que des traumatismes refoulés pourraient être à l'origine de sa névrose. Cependant, il ne fait pas le lien entre ces attouchements et le fait que la jeune femme se masturbe de façon compulsive. Pour son collègue Fliess, le seul moyen d'y remédier est d'avoir recours à une intervention chirurgicale sur le nez de la patiente, qu'il considère comme le lieu physique d'un déplacement de ses problèmes sexuels. Car Fliess a de drôles d'idées issues d'une pensée organiciste qui a séduit Freud tout au long de ses études. Et donc, Freud lui abandonne la jeune femme en toute confiance et Fliess mène une opération de telle sorte qu'Emma va faire plusieurs hémorragies dont elle faillit mourir. Au bout de 15 jours, Freud découvre que Fliess a laissé au moins 50 cm de gaz imprégné de teinture d'iode dans sa cavité nasale, empêchant toute cicatrisation de la plaie. Mais Freud ne fait aucun reproche à son ami. Bien que sa patiente faillisse mourir, il affirmera même que les hémorragies dont elle souffrait étaient de nature hystérique. En fait, la conséquence d'un désir sexuel inassouvi. Alors on peut se demander quelle relation Freud entretenait avec Fliess pour expliquer de sa part un tel aveuglement, et son biographe Ernest Jones trouve aussi que cette amitié passionnée a quelque chose d'inhabituel.
On peut y voir au contraire, je pense, un mécanisme universel que Freud lui-même appellera un transfert, en l'occurrence celui de la figure de son père, Jacob, qu'il a projeté sur Fliss et qu'il ne peut mettre en cause. Nous y reviendrons, mais arrêtons-nous tout d'abord sur la question de l'hystérie. Voilà un terme qui est passé dans le langage courant et désigne de manière négative une expression émotionnelle jugée inopportune. On parle de personnalité hystérique, d'hystérie collective, un qualificatif très négatif, souvent utilisé par les hommes pour dénigrer les femmes, toutes des hystériques. Le mot vient du grec ustera, qui désigne l'utérus. Hippocrate attribuait en effet au mouvement de l'utérus une pathologie, souvent spectaculaire, touchant particulièrement les femmes jeunes et âgées. Pour Platon, la femme hystérique est en proie à l'animalité qui se débat en elle. Sa matrice désirerait ardemment concevoir un enfant. Au Moyen Âge, les hystériques étaient associés au diable, exorcisés, voire brûlés vifs. Aujourd'hui, cette affection a disparu des classifications des troubles mentaux, mais on parle encore de personnalités multiples ou de syndrome dissociatif hystérique. Freud va faire de l'hystérie un sujet d'étude particulier, et avec d'autres précurseurs comme Joseph Breuer à Vienne ou Pierre Janet à Paris, ouvrir la voie à ce que l'on nomme aujourd'hui la médecine psychosomatique. Alors souvenons-nous que lors d'un bref séjour en France, 10 ans auparavant, Freud a été fortement impressionné par les cours de Charcot à la Salpêtrière et par les autopsies de Brouardel. Il a vraisemblablement lu les études de Bernard et de Tardieu sur la fréquence des attentats aux mœurs commis à l'époque contre les enfants. Et le 2 avril 1896, il présente à ses collègues de la Société de psychiatrie et de neurologie de Vienne une communication intitulée L'étiologie de l'hystérie, dans laquelle il expose ce qu'il nommera désormais sa théorie de la séduction. Non sans une certaine arrogance, Freud estime leur indiquer la solution d'un problème plurimillénaire, un caput nihili en latin, à savoir une source du Nil. Il écrit: je tiens cela pour un dévoilement, pour la découverte d'un caput nihili de la neuropathologie. Alors que dit-il? Eh bien, que l'origine de la névrose se trouve selon lui dans les premiers traumatismes sexuels qu'il appellera des scènes sexuelles infantiles. Autrement dit, des viols, des abus, des agressions à caractère sexuel dirigées contre les enfants. Il appelle cela la théorie de la séduction, un choix malheureux qui suggère une participation plus ou moins volontaire de l'enfant. Mais ça n'était pas la conviction de Freud dans ce premier article. Il s'inspire d'ailleurs ouvertement de Breuer et de Charcot et applique à l'hystérie leur méthode de cure, à savoir retrouver la scène traumatique par l'hypnose ou la cure de parole. Alors, voyons d'un peu plus près ce qu'est la théorie de la séduction, qu'il va bientôt abandonner dans des circonstances assez troublantes. Voici donc son idée nouvelle et je vous lis un passage de la présentation que Freud fait à ses collègues de Vienne. Si le souvenir que nous avons dévoilé ne répond pas à nos attentes, écrit-il, autrement dit s'il ne fait pas disparaître l'hystérie, cela peut être que nous devrions poursuivre le même chemin un peu plus loin. Peut-être que derrière la première scène traumatique se dissimule le souvenir d'une deuxième, qui satisfait mieux nos exigences et dont la reproduction a un effet thérapeutique supérieur, de sorte que la scène qui a été découverte en premier a seulement la signification d'un lien dans la chaîne d'association. C'est la fin de la citation. Pour affirmer cela, Freud se fonde sur les 18 cas d'hystérie sur lesquels il a effectué un travail d'analyse, comprenant 6 hommes et 12 femmes, et qu'il a divisé en 3 groupes. Premièrement, les cas d'abus uniques pratiqués sur les fillettes par des adultes étrangers au cercle des proches. Deuxièmement, les cas plus nombreux dans lesquels un adulte proche a abusé de l'enfant pendant plusieurs années. Et enfin, les cas de relations sexuelles entre enfants, le plus souvent entre un frère et une sœur. Il formule l'hypothèse suivante, et je le cite: j'avance donc la thèse selon laquelle, à l'origine de tous les cas d'hystérie, il y a une ou plusieurs occurrences d'expériences sexuelles prématurées. À l'appui de cette thèse, nous l'avons vu, les 18 cas d'hystérie analysés par Freud, mais aussi les travaux de Charcot, Breuer,
ou encore du docteur Steckel de Vienne, qui a publié 1 an plus tôt un article intitulé le coït dans l'enfance et que Freud cite dans son étude sur l'hystérie. Pour saisir la portée de ses intuitions et ce qui le distingue résolument de ses prédécesseurs, voyons quelques-unes des réflexions de Freud qui, pour certaines, me semble-t-il, n'ont rien perdu de leur pertinence. À bien des égards, en effet, la théorie de la séduction est ce qu'on pourrait appeler une révolution copernicienne. Les astres ne gravitent pas autour de la Terre comme on le croyait précédemment, mais depuis Copernic, on sait que notre planète est elle-même un astre qui tourne autour du Soleil. De même pour Freud, qui met alors le vécu traumatique de l'enfant au centre du développement des symptômes névrotiques et non plus les interprétations qu'en font les adultes. Donc la première de ces réflexions, c'est que les symptômes doivent être entendus comme des témoins de l'histoire de l'origine de la maladie. Freud prend par exemple un archéologue qui commence par le dessus des ruines et dégage soigneusement les gravats pour mettre au jour ce qui est enterré, un temple, les remparts d'un palais, peut-être des inscriptions qui témoignent d'une langue oubliée. Freud nous dit les pierres parlent. Une seconde réflexion, c'est que la réactivation du traumatisme fonctionne par association, comme une chaîne de souvenirs opératoires qui s'étend loin dans le passé. À partir d'une seule scène, d'autres souvenirs ressurgissent et se ramifient à leur tour, voire ramènent à la chaîne principale. Freud fait la comparaison avec l'arbre généalogique d'une famille dont les membres se sont mariés entre eux. Et chose étonnante, cette comparaison très personnelle ramène à sa propre famille, puisque ses demi-frères Emmanuel et Philippe ont l'âge de sa mère, Amalia. Dans une lettre à Fliss, Freud révèle d'ailleurs s'être demandé si Philippe n'était pas en réalité son père biologique. Freud avance aussi, et c'est là qu'il veut finalement en venir, que ces traumatismes exercent, je le cite, un effet psychique à travers leurs traces mnésiques. Donc en fait, la mémorisation de ces expériences. Autrement dit, si l'analyse remonte suffisamment loin dans la petite enfance, on y trouvera les expériences responsables de la maladie ultérieure, c'est-à-dire ce qu'il nomme l'étiologie, les causes de l'hystérie. On commence à comprendre pourquoi sa théorie a suscité des réticences auprès de ses collègues. Finalement, Freud s'attache à démontrer que ces abus sont beaucoup plus fréquents qu'il n'y paraît et pas seulement chez les prolétaires. Il faut, dit-il, s'attendre à ce qu'une attention accrue à la question confirme très bientôt la grande fréquence des expériences sexuelles et de l'activité sexuelle durant l'enfance. Freud va plus loin en avançant que le fondement de la névrose serait toujours induit dans l'enfance par des adultes, que s'il y a une relation sexuelle entre deux enfants, elle a été précédée d'une séduction par un adulte et qu'elle en constitue la répétition. Il termine sa présentation en suggérant que, et je le cite, la réaction des hystériques n'est exagérée qu'en apparence. Elle doit nous paraître exagérée parce que nous ne connaissons qu'une petite partie des raisons dont elle est issue. Fin de citation. Il faut, je pense, s'imaginer le contexte de l'époque pour entrevoir la virulence des réactions de ses collègues, parmi lesquels le directeur du département de psychiatrie de l'Université de Vienne, le baron Richard von Krafft-Ebing. À son ami Fliss, Freud écrit 4 jours plus tard. « Ma conférence a reçu de ces ânes un accueil glacial et venant de Krafft-Ebing, ce curieux jugement. Cela ressemble à un conte scientifique. » 15 jours après, dans une autre lettre à Fliss, il écrit « Je suis isolé et tu peux en être content. » Fliss était aussi sceptique. « La consigne a dû être donnée de me lâcher car autour de moi, tout le monde déserte. Son cabinet se vide, il se brouille avec Breuer et bientôt son vieux père décline avant de mourir le 23 octobre de cette même année 1896. A-t-il finalement craint pour sa réputation? A-t-il été effrayé, comme je le pense, par la portée de ce qu'il dévoilait? Chacun jugera. Quoi qu'il en soit, un étonnant concours de circonstances l'amène à renoncer à sa théorie de la séduction et j'aimerais m'y arrêter. Imaginez maintenant une ligne du temps qui débute avec la présentation par Freud de l'étiologie de l'hystérie devant ses collègues de la Société de psychiatrie et de neurologie de Vienne le 21 avril 1896. Le 9 octobre de la même année, il écrit encore, et je le cite,
Je suis en ce moment très satisfait de mes cures, encore 1 ou 2 ans, et je pourrais saisir la chose en formule susceptible d'être communiquée à tous. Dans mes nombreuses heures sombres, cette perspective et la satisfaction de ce qui est déjà acquis me confortent pleinement. Mais 15 jours plus tard, le 23 octobre 1896, son père Jacob meurt et Freud en parlera comme de la perte la plus déchirante d'une vie d'homme. La nuit suivant l'enterrement de son père, Freud fait un rêve qu'il confie à Fliss dans une lettre du 2 novembre. J'étais dans un établissement et je lisais sur un placard qui se trouvait là: On est prié de fermer les yeux. Alors fermer les yeux sur quelle réalité insoutenable, on se le demande. Freud interprète ce rêve comme une émanation de ce penchant à l'auto-reproche qui se présente régulièrement chez les survivants, ce sont ses mots. Il était arrivé en retard à l'enterrement de son propre père. La mort de Jacob Freud s'inscrit donc sur notre ligne du temps, le 23 octobre 1896. Quelques mois plus tard, le 11 février 1897, Freud avoue à Fliss que son père a imposé des fellations à ses enfants et je le cite: Malheureusement, mon propre père a été l'un de ces pervers et a été responsable de l'hystérie de mon frère, dont les états correspondent tous à une identification, et à celle de quelques-unes de mes plus jeunes sœurs. La fréquence de cette relation me donne souvent à penser. Fin de citation. Cette date du 11 février 1897 s'inscrit donc sur notre ligne du temps, quelques 4 mois après la mort de son père. Chose étonnante, Freud a reçu la veille le soutien de Krafft Ebing, son ancien détracteur, pour sa nomination de professeur extraordinaire de la faculté de médecine qui n'interviendra finalement qu'en 1902. Toujours sur notre ligne du temps, nous avons ensuite la fameuse lettre du 21 septembre 1897 où il explique renoncer à sa théorie de la séduction du fait, et je le cite, de la surprise de voir que dans l'ensemble des cas, il fallait incriminer le père comme pervers sans exclure le mien. Fin de citation. Dans cette même lettre lui revient le prénom de la seconde femme de son père, Rebecca, qui l'aurait abandonné pour épouser la belle Amalia, beaucoup plus jeune que lui et qui sera la mère de Freud. Rebecca aurait disparu dans des conditions qui ne seront sans doute jamais précisées. Certains parlent d'un suicide. Nous avons là un possible dévoilement des fautes du père, auquel Freud renonce en abandonnant la théorie de la séduction au profit d'une seconde théorie, celle des pulsions, beaucoup plus complaisante à l'égard des abuseurs. Enfin, et dernier point sur notre ligne du temps, il y a la lettre du 15 octobre 1897 où Freud déclare avoir découvert le complexe d'Oedipe par une auto-analyse, complexe qu'il qualifie dès lors d'universel, je le cite. Chez moi aussi, c'est Freud qui écrit donc, j'ai trouvé le sentiment amoureux pour la mère et la jalousie envers le père et je les considère maintenant comme un événement général de la prime enfance. S'il en est ainsi, on comprend la force saisissante d'Oedipe roi malgré toutes les objections que la raison soulève contre ce qui est présupposé par le destin. Fin de citation. J'aimerais donc souligner l'importance de ce qui se joue dans les quelques mois de la vie de Freud que nous venons de passer en revue, précisément entre le 21 avril 1896 et le 15 octobre 1897. Il commence par faire confiance aux témoignages de ses patientes et conçoit une théorie du traumatisme révolutionnaire pour l'époque. Il se confronte à la réprobation sociale et à la nécessité de mettre en cause les perversions de son père. Incidemment, il s'avère que le fils de Wilhelm Fliess a aussi suggéré que son père était un abuseur. De sorte que par excès de confiance, Freud a confié ses convictions à la personne la moins préparée à les entendre, à savoir son ami Fliess. Un peu comme un détective qui communiquerait ses soupçons au criminel. Enfin, dans l'année qui suit la mort de son père, Freud innocente les abuseurs en proposant à la place une théorie qui va faire porter la faute aux victimes et d'abord aux enfants. C'est cette théorie dite des pulsions qui lui vaudra le succès que l'on sait. On peut effectivement se demander pourquoi Freud, explorateur de l'inconscient, s'est ainsi aveuglé sur les conséquences des traumatismes sexuels qu'il avait lui-même mis en évidence. La réprobation sociale l'a sans doute ébranlé, mais je pense qu'il s'est trouvé confronté à une réalité psychologique qui nous concerne tous, à savoir l'interdit de mettre en cause les parents, ici son père.
Je rappelle que cet interdit nous a été transmis depuis des siècles, notamment par le quatrième commandement biblique d'honorer les parents. La fameuse phrase du livre de l'Exode, chapitre 20, verset 12, honore ton père et ta mère. Voilà, nous sommes au terme du premier volet de ce tandem de podcast autour de Sigmund Freud. Dans le deuxième volet, nous allons déconstruire son fameux complexe d'Oedipe pour constater, là encore, qu'il est l'exact reflet d'une problématique familiale non résolue. Il sera aussi question de fantasmes et d'abus sexuels sur lesquels Freud avait un point de vue discutable. Et je vous parlerai aussi de la mère de Freud. Merci pour votre intérêt et à très vite pour la suite de cette psychobiographie de Sigmund Freud et de sa famille.